Faisons d'abord le rappel de la devise qui nous anime au Forum des médias. Elle est sous-tendue par la trilogie fidélité, efficacité et régularité. Voyons à présent ceux qui composent le plateau de séjour. Nous partirons de la gauche avec Robert Ngambi. Je suis membre du bureau politique au Parti Lumumbiste Unifié, mais également secrétaire permanent adjoint chargé des affaires provinciales, questions idéologiques et questions électorales au même parti le Palou du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga de Rez Mémoire. Antoine Gizenga de Rez Mémoire, et puis... C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante à la recherche d'un parti politique. Le parti de Makombo est là, c'est un parti sérieux. Et puis... Oui, c'est Corneille Moulumba, je suis membre cofondateur de l'UDPS, les pionniers de l'UDPS qui sont les gardiens des valeurs pour la démocratie, des valeurs pour le bien-être des Congolais. Et c'est à ce titre que j'invite sincèrement Mami Abongo pour qu'elle vienne nous rejoindre. Nous avons un travail à faire. Voilà une invitation de l'UDPS. Et on poursuit. Melcha Taou Atiani, cadre du RCD-KML, du patriote responsable Antipas Mboussa Nyamwisi, pionnier de la réunification, toujours combattu, parfois battu, mais jamais abattu. Ok, alors nous terminons à gauche avec... Saïl Mbalanga Baudouin, journaliste professionnel, responsable du journal La Chopo, parlementaire honoraire. Alors, nous pouvons aller à notre droite. C'est monsieur Jean Lokaka, cadre du PPRD. Jean Lokaka, cadre du PPRD. Et suivant Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais. Je suis politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique PESA Congolais Mboka. Politologue Kitoko. Et nous retrouvons... C'est Félicien Mieteto, je suis syndicaliste à l'Hôtel des Villes. Syndicaliste à l'Hôtel des Villes. On le saura bientôt pourquoi est-ce que le syndicaliste de l'Hôtel des Villes est avec nous dans cette émission. Et nous évoluons. Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC, membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes dans l'Union sacrée volontairement. Oui. Ok. Allons-y. Paty Joseph Lendo, méritocrate. Lendo, méritocrate et disciple de Lunda Bouloulou. Parfait. Ok. Voilà, le plateau est connu. Après un petit bémol que nous avons connu, revoici la rubrique « Le courrier du fidèle téléspectateur ». Un seul courrier a été retenu, puisqu'en bonne et due forme, par rapport aux autres messages non signés que nous avons reçus. Sans tarder, nous vous en donnons le contenu. La solution quant à la guerre de l'Est est d'armer le FARDC au maximum, augmenter le nombre de militaires pour anéantir cette aventure macabre définitivement. Pas de diplomatie. Ce serait une perte de temps. Il y a déjà trop de morts là-bas. Ensuite, protégeons nos frontières correctement. Si la MONUSCO prétend dire que la responsabilité de la protection des civils revient premièrement à la RDC, ok. Alors, dites-nous, qu'est-ce sont-ils venus faire en République démocratique du Congo? Madame Alice Nzouzi, politologue. C'était les courriers par rapport à la conférence donnée par MONUSCO, vous le savez, la semaine dernière. Les sommaires, les assemblées provinciales sur l'ensemble pratiquement des territoires nationaux sont en ébullition.
comme cible visée, ce sont soit les gouverneurs des provinces, soit leur propre bureau des assemblées. Enfin, le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde, qui nous avait mis tous en haleine 2 mois durant, était dévoilé le 12 avril à 14h30 par la bouche de Kasongo Mwema, celui-là même qui est le porte-parole du chef de l'État. Comment l'opinion avait-elle accueilli cette nouvelle équipe gouvernementale? C'est de cela qu'il sera question dans ce numéro. Au ministère provincial des Affaires foncières de Kinshasa, il se passe des choses qui ne sont pas propres, raison pour laquelle nous avons la présence du président syndical de la ville-province de Kinshasa sur ce plateau. Merci, directeur. Alors, nous posons la question au président syndical. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement au sein du gouvernement provincial? Merci beaucoup pour la parole. Madame la ministre provinciale a signé une mise en place mettant les nouvelles unités à la tête à cette période où le communiqué du président avait suspend tout mouvement du personnel. Et ensuite, le secrétaire général libanais Habitat lui a interdit, lui a demandé de reporter. Le secrétaire provincial a écrit la même chose, qui reporte sa mise en place, parce qu'elle n'a pas qualité. La politique aux politiciens et l'administration aux administratifs. Mais madame ne veut pas céder. Pendant ce temps, je vous parle ici, elle s'emploie d'installer cavalièrement tous ces chefs de service avec son cabinet. En cassant les bureaux, ils ont cassé les bureaux du chef de cellule de la Gombe, de Lingwala. Hier, ils ont cassé le bureau du chef de cellule de Kinshasa. Et ils continuent, malgré le refus, puis ces dossiers fait couler de l'encre. Le gouverneur est saisi, nous attendons que le gouverneur puisse réagir. Parce que le gouverneur est au courant de cette information. Nous lui avons écrit. Et c'est la ministre provinciale des Affaires foncières, Madame Nelly Tsassa, ancien chef de quartier Mouti. Donc nous venons ici. Les lundis, nous allons armer nos syndiqués, de résister à ces mouvements. Qu'est-ce que vous reprochez à madame? Madame a fait... C'est l'immixtion. Elle ne peut pas... Aucun ministre provincial n'a pas la qualité de poser les actes administratifs. C'est le gouverneur pour le cadre A et le secrétaire provincial pour le cadre B. En clair, quel est l'acte posé qui est contraire à la loi? Elle a signé des conditions d'affectation, elle a signé la mise en place. Elle ne peut pas poser les actes administratifs pour le compte des agents de services, de carrière de services de l'État, parce qu'elle n'est pas administrative. Donc les actes de commission d'affectation sont signés par la ministre. La ministre. Qui devait signer ça? C'est le directeur urbain ou le gouverneur. Le gouverneur pour les cadres de commandement et le directeur urbain pour les secrétaires provinciaux pour les agents de collaboration. Elle ne peut pas engager l'administration. Elle le fait. C'est vraiment une immixtion. Et nous n'allons pas céder. Elle a cassé les bureaux. Oui, elle a cassé les bureaux à Gombe. Je ne sais pas qui a fait les PV de carence, si c'est la qualité, si dans son cabinet il a des OPJ. Elle doit s'occuper de son cabinet politique et non de l'administration classique. Et que dit le gouverneur? Le gouverneur, il est saisi. Il était pris pour l'histoire d'Nkamba, les 100 jours de Simon Kimbang, les 100 ans de Simon Kimbang. Bon, il est revenu. Nous croyons fermement que le gouverneur va donner une solution. Parce que c'est un homme de paix. Vous voulez dire, maître Lendo? Ben, encore une fois, Noël, je me demande vraiment si nous suivons ce qui se passe dans notre pays. À suivre le président syndical de la ville, que je salue, eh bien, je me demande, c'est du gangstérisme. Et moi, à la place de l'un ou l'autre dont le bureau serait cassé, j'ai saisi la justice. Je mets tout ce que je peux mettre à l'actif de cette dame. Mais voyez-vous, Noël, si cela doit se faire dans la capitale, il y a un problème d'administration de la cité.
Dans la capitale, on se comporte comme ça. On casse parce qu'on veut casser. Hélas, je me demande à l'intérieur, ça sera comment. Donc je pense que le rôle de médias, c'est pour créer ce qu'on dit dans la démocratie, la force de l'opinion publique. Voyez-vous, lorsque le syndicaliste dénonce à travers le média, ça ne doit pas laisser le mental collectif inopérant. On est le relais dans la communication politique au sein de notre société. Donc je pense que le procureur général se saisira de l'affaire parce que nous sommes à la Gombe pour voir comment s'est fait ce gangstérisme. Lorsqu'on casse, il a cité les OPJ pour avoir assisté à de tels scénarios. Nous avons écrit à l'autorité judiciaire pour mettre à la disposition du chef qui devrait occuper le bureau, à la récalcitrance du chef sortant. Les OPJ étaient venus, ont fait le constat du bureau. Je pouvais y avoir mes objets personnels, voyez-vous. Mais lorsque cela s'est fait de cette manière-là, et je connais mon pays, nous avons parlé de ça, ça ne sera pas suivi, c'est toujours comme ça, nous passons le temps, Noël. Oui, disait M. Lokaka. Je remercie sincèrement. Je salue les syndicalistes. Il y a deux ministères qui dérangent la République de ce pays. Affaires foncières et affaires étrangères. C'est là où tout le monde fait le business. Mais non. Il y a des textes. Les gens doivent se conformer. Avant de dénoncer et de revendiquer, parce que c'est pas qu'hier, parce qu'on a parlé du DG de cinquantenaire, ça fait partie des plaidoyers, ou quand il y a le cas, mais il y a un statut de fonctionnaire et la décentralisation. Le problème ici, que la décentralisation de la ville de Kinshasa n'est pas intégrée. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa souffre pour ça. C'est comme ça qu'on dit, Maman Denise, Maman Oliva a souffert et ça fait longtemps. Maintenant, c'est Maman Denise. Donc, il y a un problème de l'orthodoxie, de la gestion administrative, du respect de textes et du fonctionnement. Ok. Oui, Madame Abongo, rapidement. Merci, Monsieur Noël. Je serai brève comme d'habitude. Vous savez, lorsqu'on est politique, on doit quand même connaître les béabas de l'administration. Et si cette dame, une femme en plus, a agi par ignorance, moi je pense qu'elle doit être interpellée par l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous savez que l'actuel président a frôlé la destitution. Voilà un cas où il doit se racheter. On doit interpeller cette femme, connaître pourquoi elle a agi comme ça, alors qu'il y a une mesure conservatoire. Et au finish, la sanctionner s'il faut la sanctionner, parce qu'elle mérite la sanction. Il y a une mesure, vous n'avez pas qualité, mais vous faites une mise en place. Sur base de quoi? Donc cette femme doit être sanctionnée. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Oui, vous vouliez dire, monsieur Saïlé? Monsieur le modérateur, chez nous, il y a un constat qui dérange. Hein. Le chef de l'école syndicale, c'est ça, papa. Il venait de dire que ma soeur, ma mère, ma fille, qui aujourd'hui est ministre, était d'abord chef de quartier. Sous d'autres cieux, il y a des services spéciaux qui suivent la nomination des uns des autres. En suivant la réglementation administrative, lorsqu'on est chef de quartier, on monte pour devenir bourgmestre adjoint et ensuite on monte pour être titulaire d'une commune et on verra à quelle mesure on pourra commencer par assistant. Mais vous qui êtes chef de quartier, puis ministre, ça c'est... Bon, moi je n'ai pas suivi, j'ai seulement suivi ce que... J'ai suivi ce que notre frère a dit. Tant mieux. Alors, nous ne lisons pas la loi de la République. Moi, je suis journaliste professionnel. J'ai acheté ça hier au Palais de la Nation. Ah, papa, au moins, tu as eu beaucoup. J'ai acheté la Constitution hier. Il n'avait pas... Combien? 15 $. Non. 10 $. Non. 5 $. Prenez, venez par transporter, prenez 5 000 francs. J'ai acheté ça à 5 000 francs pour lire, pour être compétitif, pour être compréhensif, pour échanger. Nous ne lisons pas. Le député ne lit pas, les ministres ne lisent pas, nous ne lisons pas. On fait que, non, on appelle la ministre.
commencez d'abord à comprendre la Constitution. Lorsque ma soeur, ma fille, ma maman est ministre, commence à casser, alors maman, la parité, c'est compliqué à ce moment-là. Parce qu'il y a des mamans qui ne comprennent pas que je suis ministre. Je représente la maman. Je suis conseillère du gouverneur. Je dois me comporter en tant que responsable. Bon, je ne sais pas, monsieur le chef de la délégation, si vous avez fait rapidement pour écrire au gouverneur, ou alors il a fallu toquer, demander audience d'abord au gouverneur, pour échanger avec le gouverneur, après suivre la lettre. Bon, tant mieux, Ngobila, c'est bas sur tous les fronts, mais espérons qu'on va tirer les oreilles à madame pour qu'il n'y ait pas de débordement. Noël, rapidement, est-ce que le conseil de ministres provincial s'est-il réuni et a-t-il adopté les mises en place opérées par la dame? Mais lisons, c'est la symétrie constitutionnelle. Le ministre ne peut pas agir en dehors du conseil des ministres. Là, je me demande, je me rends compte qu'à Kinshasa, le conseil des ministres ne se tient plus. Comment la dame a agi? Bon, qui a entériné ce qu'elle a fait? C'est un peu du méli-mélo. C'est du méli-mélo, je suis désolé. Madame, rapidement, visiblement, autour de la table, aucun de nous ne maîtrise totalement ce dossier, peut-être à part le président... Le syndicaliste. Voilà, le syndicaliste. Et si les faits qu'il vient de nous relater sont avérés, eh bien c'est grave. C'est grave, c'est malheureux, c'est regrettable, mais en même temps, pour moi, qui suis juriste, je trouve que c'est un problème pas compliqué. Parce que elle est ministre provinciale, elle a un domaine de compétences délimité, qui est établi par les textes. Donc, si, et en plus, il y a une mesure conservatoire, donc si elle a débordé, il faut constater qu'elle a débordé, il faut suivre la procédure. S'il y a une sanction à faire, on fait tomber la sanction. S'il y a une plainte à déposer au niveau de la justice, on dépose au niveau de la justice. Il ne faut pas tourner en rond parce que le cas est vraiment clair. Mais c'est regrettable, ça prouve, encore une fois, si que nous n'avons... On a tendance dans ce pays à ne pas avoir la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que c'est élémentaire. Élémentaire, on vous nomme, la première des choses, c'est quoi mon domaine de compétence? C'est quoi mes limites? Et si y a des zones où les limites ne sont pas très très claires, vous en référez à de bons conseillers, etc. C'est pas compliqué, ça. C'est pas compliqué à faire. Okay. Donc ça prouve vraiment que c'est... Qu'elles brandissent les procès-verbaux des casses opérées. Non, procès-verbaux des casses ne peut casser que celui qui a pu requérir en avance l'autorité des IPJ. C'est comme ça que ça se passe, Noël. Oui. On ne peut pas venir casser ton bureau parce que je suis DG, je le veux ainsi. Ah non. Dès qu'on vous bouge, on vous réaffecte ailleurs, si vous résistez, on prend acte de la résistance. Il y a un document qui constate qu'il y a résistance. Et on saisit la justice. Sinon, c'est vraiment, la rébellion. Oui. Là, c'est très grave. Si j'ai bien compris les syndicalistes, le problème qu'on reproche au ministre, c'est d'avoir signé de notes d'affectation. Les notes d'affectation, ce n'est pas du domaine du ministre, mais c'est du domaine du directeur urbain et secrétaire provincial. OK. Kitoko, rapidement. Bon, rapidement, je me dis qu'il y a ce problème mérite quand même que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa puisse s'en impliquer personnellement, parce que la ministre qui pose l'acte, on sait très bien que c'est sous l'autorité du gouverneur qu'elle est en train de poser des actes. Lorsqu'il y a un débordement ou un problème sérieux, d'abord, ça les concerne personnellement le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et aussi les députés provinciaux qui doivent se saisir aussi de cette occasion pour mener de l'enquête par rapport à ça, une commission parlementaire provinciale qui doit s'en charger pour résoudre ce problème. Sinon, demain, ce sont de petits problèmes saupoudrés comme ça qui risquent de gangréner encore l'administration provinciale, et ce n'est pas bon dans l'avenir. Donc, j'en appelle à la conscience de l'autorité de la ville de Kinshasa de s'impliquer personnellement pour résoudre ce problème. S'il ne résout pas ce problème, demain, ce qui va arriver risque d'être débordé. Mais au niveau de la justice, on en a évoqué. Les actes administratifs
peuvent être contestés devant les cours des tribunaux, mais on sait que les tribunaux administratifs, beaucoup de gens n'ont pas eu l'habitude avec le Conseil d'État aujourd'hui qui est installé, de savoir qu'en dehors de faits pénaux, il y a la question administrative qu'on peut saisir directement la justice administrative pour trancher lorsqu'il y a un malentendu ou lorsqu'on sait qu'il y a un domaine de compétences qui a conflit. Oui, vous disiez? Parce que quand on a le note, comment vous appelez, les actes administratifs, ces actes sont d'abord soumis à l'autorité hiérarchique des tutelles. Donc on ne peut pas aller par la mise en place. On ne peut pas aller devant le Conseil d'État pour des raisons. L'autorité de la ville, le gouverneur, peut demander à madame de surseoir ou de rapporter cette mise en place. Ça se résout administrativement. On n'a pas besoin de plusieurs procédures du Conseil. Parce que ce n'est pas un arrêté que la dame a pris. Ce n'est pas un arrêté. Ce sont des notifications de mise en place. Donc c'est juste le gouverneur peut demander à madame la ministre de surseoir ou de rapporter, ça suffit. Mais il faut revenir au Conseil des ministres. Oui. Alors nous disions que ceux qui suivent l'émission et surtout les gouverneurs de province, bien entendu, et les députés provinciaux doivent essayer de voir qu'est-ce qui se passe-t-il exactement dans ces ministères. Kinshasa, la capitale, doit prêcher par l'exemple. Le gouvernement provincial de Kinshasa, comme l'Assemblée provinciale de Kinshasa, devait être le modèle. Sans quoi, pourquoi dire que Kinshasa serait le miroir? Si Kinshasa n'est pas le miroir, alors qu'est-ce que le pays deviendrait? Si Kinshasa n'est pas le miroir du pays, qu'est-ce que le Congo deviendrait? Le miroir. Donc, vous ne direz pas que la presse n'a pas fait son travail. Nous avons fait le travail, nous vous donnons la matière, c'est à vous de trouver des solutions et non pas faire pourrir, comme d'habitude, la situation. Voilà, depuis le 12, les Congolais savent que nous avons un gouvernement qui était sorti après 2 mois de laboratoire de Sama Lokonde. Et nous savons comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie, mais entre-temps, la première chose que je vous pose comme question, que diriez-vous de la taille de ce gouvernement? Robert Ngambi. Excuse. Je crois, cette question, nous en avions abordé les émissions précédentes. Je vous ai dit qu'un gouvernement dans un contexte, d'un système électoral proportionnel où aucun parti politique ne peut à lui seul réunir la majorité parlementaire, vous aurez toujours de gouvernements pas moins de 50 membres. Le premier gouvernement que nous avons connu en démocratie pluraliste avec la proportionnelle comme mode électoral du patriarche Antoine Gizenga, c'était un gouvernement composé de 52 ministres, et donc 52 membres. Et donc, et la suite, vous l'avez vu, que nous sommes arrivés jusqu'à 66 membres avec le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. La problématique de la taille du gouvernement doit être une problématique qui touche des réformes à opérer, notamment avec la réforme sur la création, le fonctionnement des partis politiques, une réforme sur le système électoral et permettre ainsi une formation du gouvernement aisé. Lorsque vous avez, pour composer une majorité de 251 personnes, vous devez réunir 30 partis politiques en voie d'arrivée. Vous devez réunir 25 partis politiques pour y arriver. Et lorsqu'on parle de la coalition, lorsque ces gens se mettent ensemble pour coaliser dans la formation du gouvernement, ils ne viennent pas d'une manière désintéressée. Il faut le gérer, il faut répondre comment les satisfaire à leurs ambitions. Et donc ça pose un problème. Voilà encore que celui qui vient de sortir 56, plus le Premier ministre lui-même, 57. Ça pose toujours le problème de la taille du gouvernement au regard de recettes de l'État. 4 milliards en termes du budget en recettes propres. Ça posera toujours un problème
dans le cadre de fonctionnement des institutions, parce que notre budget, c'est connu, 75% du budget de notre pays va au fonctionnement des institutions politiques. Nous n'avons pas de ressources nécessaires pour l'investissement. Et donc, on risque encore d'être dans la politique de la cueillette. Ce qui entre dans le panier, on mange. Et entre-temps, on n'a pas la houe pour aller planter pour que demain, le lendemain, on retrouve encore plus que ça. Donc, c'est beaucoup de réformes que je pense qu'il faut penser de manière à permettre un jour un pays d'avoir un gouvernement de 26 membres, 30 membres. C'est faisable. Ntao, la taille du gouvernement vous dit quoi, vous? Moi, j'ai la nette impression que la taille est trop éléphantesque, dans la mesure où il y avait quelques contraintes partant de nos relations avec les bailleurs de fonds. Il était question de pouvoir diminuer la taille du gouvernement parce que le gros, sinon une bonne partie du budget national est alloué aux rémunérations, notamment celles des membres du gouvernement, de leur cabinet, ainsi de suite. Et Robert peut avoir raison dans ce qu'il dit, mais ce qui est plus ou moins vrai, c'est que le gouvernement n'est pas un truc où l'on doit retrouver tout le monde. On peut avoir 500, 600 partis politiques, mais dire que non, notre gouvernement aura la taille de 26 membres, ou 30 membres, ou 35, ça c'est faisable. C'est faisable dans la mesure où le gouvernement doit être l'endroit où l'on ne peut retrouver que les meilleurs d'entre nous, le plus compétent d'entre nous. S'il faudrait qu'on se base sur le nombre de partis, ainsi de suite, et avoir un gros gouvernement, on pourra ramasser des gens qui ne viendront au gouvernement que pour se remplir des poches et non servir la nation et non contribuer à l'épanouissement ou au développement de la nation. Ça ne sera pas une bonne chose. Et donc, il aurait fallu que le gouvernement, tel que le chef de l'État disait, ait 45 membres. Ce serait plus ou moins raisonnable. C'est la même chose de la question de l'ordonnance. 45, ce serait plus ou moins raisonnable. Donc il y a eu d'autres contraintes. Oui, c'est vrai qu'il y a des contraintes, il y en a toujours, il y en aura toujours. Il y aura toujours des contraintes parce que tout le monde veut se retrouver, étant donné que j'ai autant de députés, il faudrait que je sois là. Mais encore que dans la répartition, on n'en a pas tenu compte. Dans la répartition, on n'a pas tenu compte de ce contraintes, étant donné que si 8 députés valaient un ministère, nous avons vu des gens qui avaient moins de 40 députés avoir 8 ministères. On en a vu. On a vu d'autres qui avaient 16 ministères, mais qui n'ont même pas eu un seul député, 16 députés plutôt, qui n'ont pas eu de ministère. Et donc, il y a ce déséquilibre géopolitique. Vous avez un cas précis? Vous avez un cas précis? Moi, je prends le cas de notre regroupement AR, Alternance pour la République. Nous sommes membres d'ensemble. Nous avions 8 députés. Et on disait que 8 députés valaient ministère. On n'en a pas eu. On a été roulé par les autorités d'ensemble. On n'en a pas eu. Et on dit qu'on nous accorde un vice-ministère. Et ce vice-ministère, on va donner à un parti qui n'avait que 3 députés, alors que nous étions la première force avec 4 députés au sein de ce regroupement. C'est une injustice. Ouais. Et ça, c'est les gens. Si vous parcourez la répartition, vous verrez qu'il y a eu beaucoup d'injustices. Espérons que les chefs vont corriger. OK. Alors, Kitoko. Rien n'a changé par rapport au gouvernement précédent. D'abord, au niveau de la taille. Oui. Robert Ngambi a parlé tout à l'heure de l'histoire avec la patriarche Antoine Kizenga. Mais ce qu'il a oublié de marquer, c'est qu'en dehors de ce gouvernement d'Antoine Kizenga, à partir de 2011, on était à la baisse. On ne frôlait pas les 50 ministères. On commençait à baisser tout simplement parce que là, il y avait un problème de Matata Poni en avait combien? Il en avait moins de 50. Moins de 50 ministères. Ça commençait à baisser. Ça commençait à baisser. Et jusqu'en 2018, ça commençait à baisser. Voilà. Là où ça a commencé à prendre à la hauteur, la hausse, c'est lorsque arrivait de compromission de cité de l'Union africaine, avec Kodjo. Là, on a ouvert la porte pour dire que tout le monde veut entrer à ce qu'ils appellent eux-mêmes à la mangeoire.
À partir de ce moment, on a commencé à augmenter la taille du gouvernement qui nous a coûté énormément cher. Avec Tchibala, encore une fois, on a augmenté et les conseils n'en parlent même pas au niveau de la primature. Nous avons vu vraiment des choses qui étaient incroyables. Mais maintenant, la conscience collective au sein du pays, et voire même les partenaires internationaux, ont toujours insisté pour dire qu'il faut baisser le train de vie des institutions de la République. Et si c'était le cas, et la raison pour laquelle on devait non seulement rompre, mais apporter un changement absolu. Mais la conscience des changements n'est pas visible dans la conscience politique des acteurs politiques de notre pays. Ils se soucient de leurs propres problèmes plutôt que de se soucier des problèmes du peuple et du pays. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on les promet même, d'abord moi j'étais contre cette promesse où je vous dis qu'il n'a tiré nulle part. Oui, député et ministère. Cette promesse, elle est déjà biaisée, elle est déjà mauvaise. Ils ne devaient pas partir à partir de ces prémices, mais dire que nous sommes ensemble, voilà ce que représente notre République. Faisons un gouvernement serré, un gouvernement, comme il a lui-même dit, de guerriers pour relever les défis auxquels le peuple attend. À partir de ce moment, chacun devait avoir une conscience absolue pour dire, quelle que soit la taille du gouvernement vers la baisse, réduire la taille du gouvernement vers la baisse, à partir de ce moment, on met le meilleur d'entre nous et on les laisse travailler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Chaque député, là où il est, tel qu'il est, voudrait absolument que son regroupement soit représenté au sein du gouvernement. Voilà pourquoi j'ai dit, la recomposition factice de la majorité d'aujourd'hui va nous créer encore des problèmes. On n'est qu'au début des problèmes. Et vous verrez que d'ici là, parce qu'ils sont en train de demander, ils ont envoyé un mémo au président de la République. Ils ont dit, nous voulons que le président puisse changer son ordonnance. Vous imaginez, une ordonnance est déjà signée, on demande son changement avant l'investiture. Ça veut dire que, pour chuter, ça veut dire que, soit qu'on va leur promettre des entreprises publiques, soit qu'on va leur dire, bon, calmez-vous, parce que on vous a promis de l'argent et des prades, mais cette fois-ci, on verra comment faire. Il faut qu'on rende public même les négociations qui vont avoir lieu entre la présidente de la République et les députés qui revendiquent. Là, vous verrez ce que représente la conscience politique de notre pays. Ok. Alors, M. Mulumba. Oui. Moi, je pense sincèrement que si on continue à poser le problème en ces termes-là, ce n'est pas demain qu'on va sortir notre pays de l'enfer. Ici, chez nous, le problème est posé en termes de la taille du gouvernement, le nombre de femmes, le nombre de jeunes, la représentation des territoires. Mais c'est aberrant. C'est aberrant parce que le gouvernement, c'est l'exécutif. Il a l'obligation des résultats. On doit chercher les meilleurs, qu'ils soient hommes, femmes, jeunes ou pas, ça n'a pas d'importance. Les meilleurs. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut 30% des femmes au gouvernement? Il peut y en avoir 80%. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis, il peut y en avoir 80%. Pourquoi pas? Il peut y avoir 80% de jeunes. Pourquoi pas? Cherchons les meilleurs. Puisque c'est l'exécutif. Mais ce qui est important, ce n'est pas que mon territoire soit représenté. La question est, qu'est-ce qu'on va faire pour mon territoire? Donc, c'est-à-dire que nous devons raisonner en termes de programme, concrètement. Qu'est-ce que notre regroupement politique, qu'est-ce que notre territoire, notre province, quels sont ses besoins? Et ces besoins, on négocie la faisabilité, comment on peut les réaliser, comment le gouvernement peut s'engager à nous faire ceci, à nous faire cela. C'est ça qui est important. Ce sont les ministres. Est-ce que ce sont les bras pour travailler ou bien ce sont des bouches à nourrir? Tant que ce sera des bouches à nourrir, même s'il y en a 25 ministres, il n'y aura rien. Mais si c'est pour travailler, si c'est des gens qui peuvent se donner, si c'est des patriotes, on ferait du bon travail. Donc, on doit d'abord savoir qu'est-ce que nous voulons faire ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons réaliser. Et après ça, on voit quels sont les ministères que nous pouvons créer pour répondre et réaliser ces besoins là-bas. Sur la taille, je dirais que c'est pléthorique. Oui, il y a une réduction de 65 à 56, mais ça reste pléthorique. Et la taille de ce gouvernement reflète les défaillances, les dysfonctionnements de notre système politique. Parce que on n'est pas le premier pays où le président de la République n'a pas une majorité à lui à l'Assemblée nationale. Il doit se baser sur différentes forces politiques. On n'est pas les premiers. Mais
Ailleurs, on se dit, oui, le président n'a pas la majorité, mais ce n'est pas pour autant que nous allons avoir un gouvernement de 100, de 200 personnes. L'essentiel, c'est que moi, j'y sois. Non. Et c'est là où on voit, M. Kitoko a parlé de conscience politique. Oui, la conscience politique, elle est défaillante dans ce pays. Parce que chacun veut y être, et veut y être, comme dit M. Moulumba, pas pour dire, quand j'y serai, je vais faire ça, ça, ça. Quand je vais partir, on va m'évaluer, mon bilan sera ceci. Non, on y est parce que d'abord, c'est la mangeoire. Et c'est ça qui est malheureux. Et pourquoi? Parce que la politique dans notre pays, c'est le seul moyen que les gens voient pour se enrichir très rapidement. Les entreprises privées, le privé, est vraiment à un niveau très bas. Et c'est vraiment regrettable. Dernière chose que je voudrais dire. Dans ce gouvernement, semble-t-il qu'il y a 23 députés. Moi, ça me donne une grande préoccupation. On nous avait d'abord dit qu'il n'y aurait pas de députés. On se retrouve avec 23 députés dans le gouvernement. Les députés, une fois partis, qui les remplace à l'Assemblée nationale? Les suppléants. Qui sont les suppléants? Madame mon épouse, mon fils, ma fille, mon frère. Des gens qui ne sont pas versés au travail parlementaire, qui n'ont pas les compétences, qui sont là pour faire du remplissage, qui sont là pour garder l'argent dans la famille. Et du coup, nous allons avoir, on avait déjà une Assemblée nationale, j'assume quand je dis, d'un niveau pas très élevé, parce qu'on sait que comment la plupart d'entre eux se sont retrouvés au Parlement, par la fraude. Et maintenant, on aura encore un niveau plus bas, parce que ces suppléants-là qui ne sont pas à la hauteur vont remplacer ces députés, ces anciens honorables qui sont devenus ministres. Notre système politique doit être réformé. Ok. Alors, Madame Abongo, rapidement. Oui, rapidement, je suis déçue. Parce que oui, je suis déçue, c'est mon point de vue. Hein. Lorsqu'il y avait consultation, la population était claire. On a demandé au chef de l'État de réduire le gouvernement. Non. On a demandé au chef d'État de réduire le train de vie des institutions. Il l'avait dit dans son discours de quelques minutes. Mais maintenant, là, on forme le gouvernement. Mais c'est le contraire. Moi, je dis c'est un gouvernement de péché. Parce qu'ils n'ont respecté aucun critère. Ils n'ont respecté aucun critère. On dit, voilà, on voit le poids politique, on prendra des gens qui ont un casier judiciaire vide, on prendra des gens intègres. Mais regardez la composition de ce gouvernement, bien qu'il y ait des nouvelles têtes à 80%. On dit que, voilà, il n'y aura pas des présidents de regroupements politiques, mais regardez dans ce gouvernement, nous avons des présidents de regroupements politiques. Je me pose la question, M. Samalou Kondé aura de l'autorité sur ces gens-là? Les présidents des partis politiques, ils vont obéir à Samalou Kondé? J'ai une inquiétude, moi. Et maintenant, vous voyez les députés qui quittent l'Assemblée nationale, comme Mme Angèle a dit, un député qui envie un ministère. Et ils font du bruit pour ça. Vous quittez alors que vous avez ce pouvoir de contrôler un ministère, mais vous quittez la députation pour le gouvernement. Frais de fonctionnement. Oh là là. Mais à la députation aussi, ils sont payés. Ils sont aussi payés. Pourquoi envier le gouvernement et vous laissez l'Assemblée nationale? Et il y a beaucoup de députés qui ont quitté l'Assemblée nationale pour le gouvernement. Donc, ils envient. Donc, on a un problème de qualité de politiciens dans notre pays. Et même, on n'a pas de politiciens de qualité. Vous avez été voté par la population. Vous laissez l'Assemblée nationale pour plaider les causes, les problèmes de la population, pour aller au gouvernement, pour qu'on vous contrôle ensuite. Et vous avez été voté pourquoi? Donc, tous ces députés-là qui quittent l'Assemblée nationale, aller au gouvernement, rendez-vous 2023, que la population ne puisse pas les voter. Et la taille, si la population, d'ailleurs, c'était des députés nommés. Ce n'était pas des députés votés. Maintenant, concernant la taille, M. Noël. Là, ce n'est pas le problème. M. Noël, la taille, elle est pléthorique, éléphantesque. On a voulu qu'on réduise. Regardez notre budget, M. Noël. Nous avons un budget de combien? Avec un gouvernement comme ça. Mais c'est un service de consommation. Parce que si vous consommez 60% du budget, le reste là va servir... Pardon? 75% du budget, le reste là va servir à quoi? Donc vous devenez des consommateurs. Le gouvernement ne produit rien du tout. Mais tout l'argent du budget va aux institutions, entre autres le gouvernement. Donc ça devient un impératif qu'on réduise le gouvernement.
Et cela demande que nos politiciens puissent avoir une certaine, je sais pas, qui se dépasse un peu. C'est pas parce que j'ai un regroupement politique, c'est pas parce que je suis président d'un parti politique, automatiquement je dois me retrouver dans le gouvernement. Il y a autre chose à faire. Aujourd'hui, on fait la politique pour être ministre. C'est ça le problème dans notre pays. Or, on peut servir le pays autrement. Ok. Si vous permettez, monsieur le directeur, je félicite tous les membres du gouvernement de la République qui sont là, et plus particulièrement mon jeune frère Mouyaya. Il va atterrir à la communication aux médias avec un air regardant sur la RTNC2. Parce que nous faisons un grand travail, il faudrait que nous soyons à l'aise. Je dis bonjour et grand merci au vieux Moutinga. On est cheminé ensemble, avec vous ensemble. Et aujourd'hui, il fait l'honneur et la fierté de la presse d'hier. Et je demande à mon frère Chérubin, un garçon dynamique, il a été élu, déchu, réélu, recommandé par... Mais c'est terrible. Bon courage. Je vais vous compléter 1 minute seulement, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous étiez là debout, en train d'échanger avec nous. Vous avez posé une question capitale. Les décideurs politiques qui se réunissent pour former le gouvernement, est-ce qu'ils utilisent la carte géographique de la République pour dire que la RDC a 26%? Où sont les provinces? Pas 26. Sur 26 provinces, on peut prendre un candidat ou un ministre par province d'abord. On trouve 26 ministres. Et si on multiplie par 2, chaque territoire, chaque province 2, on a 52 ministres. Il y a un reliquat qui reste. Alors, est-ce que nous travaillons pour la République ou bien parce qu'il y a des regroupements, tout, c'est l'égoïsme? C'est l'égoïsme. Alors, 1 minute. D'accord. Pour ne pas aller, il faut... généralement, moi, dans mon parti, nous sommes de la gauche, la social-démocratie. Et puis, nous avons opté pour le patriotisme rénovateur, la défense des intérêts de nos aïeux, la terre. Et donc, nous tenons à les féliciter parce qu'il s'agit du gouvernement de la République démocratique du Congo auquel nous sommes membres. Mais s'il y a des observations à faire, comme Papa Saïdé l'a dit, la représentation nationale, et puis la redistribution de la richesse nationale, équitable, parce que ça c'est des problèmes que nous avons. Maintenant, la taille du gouvernement, nous sommes 12 pays de l'Union européenne. 12 pays. On peut aller au-delà. Mais question c'est de fixer, comme l'a dit le ministère de l'eau. L'eau c'est une matière, numérique aussi. On peut, mais la qualité seulement, c'est pour répondre tout ce qu'on peut faire. Les politologues savent, Kitoko, tu ne vas pas me contredire, dans les analyses de système politique et de régime politique comparés, aucun système politique n'est sérieux. Aucun régime politique n'est sérieux. Naturellement, il faut le dire. Seule la satisfaction des besoins de la collectivité. Donc les gens vont dire, Tozanamai, oui. Il y a le logement décent, oui. Il y a l'eau et l'électricité. C'est là où on peut juger que celui-ci a bien travaillé. Donc, tout système et tout régime politique, peu importe ce qui va se faire, c'est seulement la satisfaction des besoins de la collectivité. Et si le gouvernement travaille pour la satisfaction des besoins de la collectivité, il faut les encourager. Ok. Nous disions que le gouvernement est sorti, mais l'opinion a aussi eu un mot à dire. Qu'est-ce que vous dites de la réaction de l'opinion face à la sortie du gouvernement? Vous faites quelle analyse de la réaction de l'opinion? Monsieur le journaliste, vous qui suivez très bien l'opinion. Voilà. Il y a des regrets parfois. Il y a d'autres qui disent que voilà, nous ne sommes pas représentés. Le cas de Maïndombe. Dans Maïndombe, là-bas, il y a 5 territoires. 4 territoires ont été servis et l'autre n'a pas été servi. Maïndombe, ils n'ont aucun ministère. Non, aucun. Vice-ministre des Finances. Maïndombe. Non, ils n'en ont pas. C'est l'Itour qui a un vice-ministre. Le Maïndombe n'a rien. Il me complète, c'est ça le débat. Le Maïndombe n'a rien. Lorsque quelqu'un parle, il y a un petit glissement, vous corrigez. C'est comme ça qu'on doit travailler sur la RTNC2. Je suis très content. Alors, j'apprends à distance que il y a, par exemple, dans le nord au Bangui, aucun ministre.
Équateur, à l'Équateur, quel ministre? De toute façon... les Kwango aussi. Kwango aussi n'a pas. Donc, globalement, le travail est fait. Il y a un peu de ratés. Bon, j'espère que... En donnant un peu le temps, parce que d'ici à 6 mois, il y aura un remaniement, on va corriger. Alors Patilendo, quel était l'accueil de l'opinion par rapport à cette équipe gouvernementale? Ben, je l'ai toujours dit, en venant des émissions comme celle-ci, pour nous, ce n'est pas pour faire des demandes d'emploi, il faut que les gens le comprennent, mais c'est juste que nous sommes ancrés à l'âme de la démocratie, et laquelle démocratie charrie avec la culture de l'opinion publique. Ce n'est pas que l'opinion publique a dit, ou la rue a dit, ah non. La démocratie, disait encore Thésée, ou Leslie Lipson, c'est l'excellence dans la gouvernance, c'est l'excellence dans la mentalité. Donc par là, en venant, nous forgeons davantage l'opinion publique à pouvoir émettre des jugements de valeurs plus ou moins rationnels. Ça a été dit ici, la manière dont le peuple vote, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que la rue a dit? Mais avant cela... Vous êtes l'élite, le peuple suit l'élite. L'opinion a réagi. Alors vous, en tant que l'éclaireur... Mais bien sûr, c'est pourquoi je viens. Qu'est-ce que tu viens entendre? Par là de ce que j'entends dans les réseaux sociaux, représentativité, Noël. Le Bandundu a eu pendant plus de 4 ans, si je me trompais, le Bandundu réunit, la primature. Mais le nombre de jeunes gens qui font les cirages, papier, angoyo, c'est le Bandundu. Mais c'est tout le temps dire que ces jeunes gens sont roulés par certains intellectuels qui les instrumentalisent inutilement. Et aujourd'hui, le pouvoir est au Kasaï. Mais la majorité des Wewa, même chez moi, l'Ouozi, ce sont des Balouba. Je suis désolé. Donc, il faut que nous arrivions à faire voir à la masse citoyenne, à la populace, comme disait encore Horace. Eh bien, donc, ces jeunes gens qui n'ont rien, qui croient à tout, la représentativité, Noël. Ah non. Nous saluons le gouvernement. Et nous savons que la pluralité culturelle, linguistique, plus de 400 ethnies, plus d'autant de territoires, mais on n'arrivera pas à satisfaire tout le monde. Mais le problème pour nous, et c'est ce que nous disons au peuple, c'est la méritocratie. Là, Noël, le peuple a été plus ou moins satisfait de ce que, si nous prenions l'espace vice-primature, prenons cela, mais vous verrez que le débat sera vraiment des hautes factures. Ça nous le disons au peuple, l'espace vice-primature. Mais le vice-premier ministre que j'ai vu, je me réjouis moi-même de la désignation d'un ami, un grand avocat, Maître Asselo, qui n'est pas connu du grand public, mais qui est une valeur, voyez-vous. Et aussi, le ministre. Je parie directement. Ça, je dis le peuple qui suit Forum ce soir, je parie. Je prends le président de la République et le premier ministre à témoin. Ils vont noter eux-mêmes, surtout le président qui a vécu son premier gouvernement, les niveaux du débat avec ces ministres, la composition de l'actuelle équipe. C'est là où nous en sommes. Noël, on n'est pas politique sectaire. On a parlé de la ville tantôt avec les syndicalistes, mais nous n'avons aucun intérêt dans les mises en place effectuées. Voyez-vous, pour s'occuper de l'autre, mais on n'a pas besoin d'être forcément de la coterie de cet autre-là. Et là, je voudrais dire au peuple encore, Noël, si nous faisons un petit tour dans les cimetières, vous verrez ce que dit la Bible. On a pour ennemi que les gens de sa propre famille. C'est faux de croire qu'il faut. Au Congo central, sous Mobutu, le chemin de fer a été déterré. Qui avait accompagné Mobutu dans ces sales besognes? Mais un ministre du bas-fleuve, je ne citerai pas les noms ici. Là, le peuple doit comprendre que cette histoire est dépassée. Nous en appelons au ministre. Je vais citer, le peuple est là. Nous en appelons au ministre de comprendre une chose. Il y a de la honte d'être heureux tout seul. Et nous pensons qu'ils sont là, ils comprennent, ce n'est pas pour faire de la fiesta, c'est pour qu'ils se mettent déjà à réfléchir sur les attendus du peuple dans tous les secteurs. Et vous verrez, de cette manière-là, on pourra se dire 3 mois, 4 mois, 5 mois, avec notre accompagnement citoyen, que cette fois-ci nous sommes sortis pratiquement du gouffre.
Ok. Alors, Madame Abongo, vous dites quoi de l'opinion? L'opinion a réagi quand c'est que l'accueil qu'a réservé l'opinion à la sortie du gouvernement. Bon, vous savez, c'est un gouvernement que la population attendait, la fumée blanche. Enfin, la fumée blanche est sortie. Le premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La population l'a accueilli, mais maintenant, elle attend le travail. Quel était l'accueil? Mitigé ou l'accueil... Bon, la population en avait marre, voilà, le gouvernement va sortir, il ne sort pas. Le gouvernement va sortir, il ne sort pas. Les gens étaient un peu fatigués, mais finalement, la fumée blanche est sortie. Le gouvernement est enfin là. On attend le gouvernement Sama Lukonde qui travaille et qui répond aux attentes de la population. Ok. Oui, Madame Angèle. Moi, je dirais que ça a été un ouf de soulagement. Le suspense terminé, on attendait ce gouvernement. Les gens en général ont salué le fait que les anciens dinosaures, on ne les a pas retrouvés. Il y a des nouvelles têtes, 80% de nouvelles têtes. La taille, on vient d'en parler. Ils ont quand même noté que ça a diminué, mais ils se disent, mais bon, quel travail ils vont faire? Et n'oublions pas de dire, c'était peut-être pas toute la population, mais beaucoup ont relevé que il y aura 15 femmes ministres et puis il y a des postes de responsabilité. Mais maintenant, comme on dit, on évalue le maçon au pied du mur. Le peuple veut des résultats. Le peuple veut que ses conditions de vie soient améliorées. Qu'est-ce que vous avez entendu dans l'opinion? Et c'est ça que le peuple a dit, que oui, nous, le travail, nous sommes contents que les anciens, ils citaient les noms, je ne vais pas les citer, ne sont pas là, hein, ne sont pas revenus. Maintenant qu'il y a des nouvelles têtes. Donc satisfaction. Satisfaction, mais beaucoup d'attentes, d'anticipation en se disant, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc c'est là où on dit à ce gouvernement, il faut qu'il se mette... Oh, une chose que je voudrais aussi rajouter, moi là où je suis heureux, je sens que le Congolais en général, l'homme de la rue, devient de plus en plus critique, hein, exigeant, voilà, c'est le mot, exigeant. Et chacun, beaucoup, vous les entendez dire, ce gouvernement, on l'a à l'œil, on l'évaluera, 2023, Bakeba. Donc, c'est une bonne chose, nous allons quand même dans le bon sens. Ok. Alors, que dites-vous de la réaction de l'opinion à la sortie du gouvernement? Oui. Pour moi, l'opinion est déformée. Pour moi, l'opinion a été déformée par des personnes comme l'ancien Premier ministre Matata. Il a beaucoup construit chez lui, stade, école, hôpitaux, toutes les routes éclairées, tout ça. Cela a donné à l'opinion l'idée que pour que ça puisse changer, il faut que l'un des nôtres soit là. Donc il faut que le Premier ministre ou le ministre soit de chez moi pour que ça puisse que nous puissions vivre mieux. C'est une erreur grave. Donc c'est un mauvais exemple que M. Matata a donné à l'opinion nationale. La population, vous savez, c'était que les Belges partent, nous serons mieux. Que Mobutu parte, ce sera mieux. Quand elle part, la population identifie facilement ses conditions de vie aux personnes qui sont là. Elle n'a pas toutes les informations, elle n'a pas toutes les analyses. Donc c'est là le rôle le plus important que nous donnons aux partis politiques, notamment pour former leurs membres, leurs cadres, pour qu'ils aient forgé leur opinion de manière beaucoup plus objective. Alors, dans l'ensemble, les gens ont dit, ah, en ouf, ils sont partis, ils sont partis, ça va aller mieux. Mais en tant qu'acteur politique, je me dis, sincèrement, si on me dit que le pilote qui est aux commandes du Boeing, là, DC-10 là, c'est un jeune qui vient de commencer, c'est la première fois qu'il va voler, il a un grand diplôme, je ne vais pas monter. Je ne vais pas monter. Si on me dit que ce médecin-là, c'est un jeune, c'est une femme, et elle a un grand diplôme, et elle va vous opérer, je dis non. Je dis non, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est normal. Alors si vous mettez au gouvernement des personnes parce qu'ils sont jeunes, il faut beaucoup de maîtrise en dehors des diplômes. Il faut beaucoup de sagesse et de maturité pour pouvoir faire face à des situations.
vous mettez un jeune aux commandes du pays. Est-ce que vous êtes conscient de ce que la RDC dans le monde? Qu'est-ce que la RDC pèse dans le monde? Si on agit avec légèreté, les conséquences seront graves. Donc moi je dis pour le moment, oui, bien sûr, un gouvernement, mais la manière dont les choses sont passées, moi je ne suis pas rassuré. Ok. Que dire de grogne des parlementaires face au gouvernement? Je vous remercie sincèrement. Vous savez, ce danger a été étudié par les politologues à partir de 1960. C'est-à-dire la complexité de mettre en antagonisme les dirigeants noirs. C'est-à-dire, on sait que le Premier ministre est le chef du gouvernement et le président de la République, chef de l'État. Et naturellement, il faut faire un plan de développement pour dépasser. Vous avez suivi l'évolution des grognes? J'arrive. C'est-à-dire, nous sommes enracinés depuis 1960 de ce ping-pong du président de la République, chef de l'État, et Premier ministre, chef du gouvernement, dont l'assise sera le Parlement. Alors, maintenant, il est important, et il est temps de dire aux Congolais, tant que votre République n'a pas un gouvernement et n'a pas un Parlement des normaux, parce que ici il s'agit de questions élitistes, d'éthique. C'est-à-dire, même si nous ne sommes pas d'accord avec Robert Ngambi, mais qu'est-ce qui nous rassemble? Pour paraphraser mon frère Mfumototo, l'intérêt des Congolais. Et face à un virus communément étudié par la CIA, vient d'une civilisation maya qu'on appelle Covid sans forme, c'est-à-dire une crise identitaire mondiale économique, dont nous ne sommes pas des producteurs, et vous faites une année sans gouvernement, sans aussi production, parce qu'on importe beaucoup et tout ça. Nous devons être très sérieux. Et donc, notre Parlement et notre gouvernement doivent faire l'essentiel de la gestion quotidienne. Non, la grogne, j'arrive, je dépasse la grogne pour dire que, dites aux parlementaires de faire leur rôle, de faire faciliter la nation, de travailler pour le bien du peuple. Au gouvernement de faire aussi le travail. Parce que ce qui nous attend est plus sérieux. Tu peux penser qu'en 2023, tu vas gagner. Mais c'est ce que vous avez posé, l'opinion publique. L'opinion publique, il change par le temps et les minutes. Tu peux penser que tu es populaire en 2022. Compte tenu de ce qui s'est fait en 2023, tu ne seras pas. Et donc, penser que tu peux préparer 2023, mais ça serait dangereux. Il est important que la survie des gens, le bien-être sociétal. Ah, tu as suivi à la RTNC? On montre Singapour et Corée. Le logement est gratuit. L'école, les hôpitaux, l'armée, la police, les soldes de gens, la sécurité sociale. Alors, il est important que tous ces parlementaires fassent un effort que nous devons marcher. Peu importe ce qui nous unit, l'essentiel c'est notre survie. Et quand tu ne manges pas aujourd'hui, demain tu ne vas pas survivre. Peu importe ce qui nous sépare. Qui nous désunit, qui nous sépare. Alors, oui, alors rapidement, que dites-vous de... Personnellement, j'estime que la grogne des parlementaires ou des députés est fondée. Fondée, ouais. Fondée pourquoi? Quand on vous présente un gouvernement avec un déséquilibre géopolitique criant, quand un espace linguistique a à lui seul 25% des ministres ou des ministères, est-ce que ça peut contenter les gens? Non. En politique, on ne fait pas la politique pour être spectateur plutôt. On fait la politique pour jouer un rôle. Et ce rôle-là, c'est pour l'intérêt de la population. Quand les députés mouillent les maillots pour faire tomber Mabunda, on leur fait des promesses. Mabunda tombe. Quand vous ne vous retrouvez pas, vous faites quoi? Quand ces mêmes députés s'organisent de sorte à faire tomber Ilunkamba, Ilunkamba tombe, vous leur promettez mots et merveilles.
Maintenant, c'est la formation du gouvernement. Ils ne sont pas là. Vous voulez quoi? Non, non. La faute revient à ceux qui leur avaient promis. Il faut être clair. On doit vous faire des promesses. On doit vous promettre des voitures, on doit vous promettre des femmes pour que vous puissiez... Voilà, voilà. Non, 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 non. Nous parlons de la grogne. Nous disons, moi je dis que cette grogne est fondée. Les députés ont le droit de revendiquer ce que de droit. Ok, ok. Mais alors, Madame Abongo, le chef de l'État avait dit aux députés que ce gouvernement-là allait être le leur. Chef de l'État. Bref, bref. Grogne, qu'est-ce que... Toutes les femmes ont déjà pris parole. Le mot de la femme. Directeur, sur cette grogne, directeur, moi, je suis sidéré. Je suis déçu de la classe politique de notre pays. Une classe politique mécréante, médiocre. Donc pour faire quelque chose, on doit te donner une Prado. Pour faire quelque chose, on doit te donner 17 000 $. On doit t'ajouter des femmes pour que tu puisses accomplir un rôle dans l'Assemblée nationale. Donc on doit te motiver, on doit te bousculer pour faire quelque chose. Ta conscience ne te dit rien. C'est sérieux de ce Pour faire partir Mabunda, est-ce qu'il n'y avait pas des griefs pour faire partir Mabunda? Donc on devait te donner 5 000 $, on te donne une Prado pour aller voter le départ de Mabunda. Donc c'est comme ça que le pays est géré. Donc pour faire quelque chose, on doit te donner de l'argent, on doit te donner une voiture. Mais non, on doit quand même dépasser ça. Nous sommes tellement médiocres dans ce pays que les choses ne marchent pas. Les députés sont fautifs. Et ils ont montré à la place du monde qu'ils sont vraiment, je ne peux pas dire le mot ici, 2023, tous ces députés dans les oubliettes. Alors, Kitoko Michel. Bon, merci beaucoup, Noël. Mais je suis quand même étonné de voir que ceux qui soutiennent et qui soutenaient Mordicus, l'Union sacrée, et commencent maintenant à s'apprendre aux députés de l'Union sacrée. Vous voyez? Et lorsque je disais ici sur le plateau que les prémices sont mal posées, la manière dont on est allé chercher les députés pour le faire, le mettre dans une organisation appelée Union sacrée, sans fondement, sans principe, ils n'ont signé aucun acte juridique, aucune charte. Et alors, à partir de ce moment, ça pose des problèmes sérieux qui, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la République. Et nous ne sommes qu'au début. Parce que lorsque certains députés ont commencé à élever les voix, tout au début pour dire qu'on nous a promis de l'argent, nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Non, on les a promis sur la place publique. Ils ont dit qu'on nous a promis de l'argent et des Prado. On ne peut pas dire qu'on garde secret parce qu'on va puiser dans la caisse de l'État. C'est-à-dire que l'argent de souffrance de Congolais, qu'on va remettre à certains députés, acheter leur conscience pour dire entrer dans l'Union sacrée. Voilà pourquoi je disais que l'Union sacrée, c'est une marmite à problème et qui va éclater d'ici ce peu. Alors, vous donnez l'information. Donc, ce sont des députés eux-mêmes qui ont dit. Ce sont des députés eux-mêmes qui ont dit et nous avons des preuves. Ils ont dit qu'on nous a promis de l'argent, on nous a promis des jeeps. Les députés eux-mêmes ont dit ça, nous en avons des preuves. Donc, à partir de ce moment, parce que le prémisse était mal posé, je savais qu'on va en arriver à l'éclatement. Or, maintenant, au moment où nous parlons, nous sommes à la sécession, c'est-à-dire qu'une rébellion politique au sein de l'Union sacrée et qui va éclater d'ici ce pays. Et d'ailleurs, ça a commencé à éclater depuis hier. Donc, vous avez parlé même le problème de l'opinion, Noël. Au moment où je vous parle, qu'on se le dise et qu'on dise la vérité, la souffrance, elle est criante dans l'opinion. Et la population n'a pas applaudi, que ce soit au niveau interne ou au niveau international. Je n'ai pas vu les tweets de l'ambassadeur Amer. Nzita n'a pas tweeté pour dire félicitations à tous ces gouvernements. Moi, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, moi, je me pose la question. Au niveau international, je n'ai pas vu encore que les gens bougent pour dire que non, il y a quelque chose de positif qui se passe au Congo. Tout le monde parle des élections de 2023. C'est-à-dire qu'au niveau international, qu'au niveau interne, les discours qui distillent maintenant dans l'opinion, ce sont les élections 2023. Une façon de dire indirectement que le régime ici appartient déjà au passé. Vous comprenez qu'au moment où nous parlons, la souffrance de la population, lorsque je vois quelqu'un me montrer un œuf qui était à 300 francs congolais, aujourd'hui c'est à 500 francs ou à 600 francs,
C'est un indice qui nous montre de la souffrance criante dans la population. Alors, Robert, que dites-vous de grogne des députés? S'il vous plaît. Oui, je pense que les grands problèmes, c'est regrettable pour le départ, parce que nous avons fait plus de 2 mois en train d'attendre la sortie du gouvernement. Nous pensions que dès que le gouvernement est là, on ne passerait plus de semaines pour que ce gouvernement reçoive l'investiture et se mettre en action pour répondre aux aspirations et aux défis majeurs que connaît le Congo pour l'instant. Mais l'attitude de ces 138, on me parle de 200 ou de 138, c'est regrettable parce que la majorité concoctée par l'informateur, c'était 391. Et donc, s'il y a une fonde de 200 députés qui pose des conditions pour l'investiture du gouvernement, ça pose un problème sérieux pour la République, mais aussi leur propre conscience. Le gouvernement est de 56 ministres. Et même les fondeurs, ils sont à combien? À 200. Même si on les prenait tous, ils peuvent faire partie du gouvernement. Les entreprises. Donner les entreprises. Alors, je comprends qu'il y ait une stratégie de montée des enchères, de manière qu'il soit comme la seule caisse de données, une banque de données pour le président, pour le calmer. Il commence à puiser parmi eux. Dans les entreprises, on puise là-bas. Dans la diplomatie, on va puiser là-bas. Je pense que le reste de la population, des autres cadres, risque d'être qualifié, mis en exclu si on adhère à une telle démarche de montée des enchères. Je crois que le président de la République, je dis qu'il doit à un moment prendre son autorité. Cette faiblesse vient quand on a eu l'élan de l'union sacrée. On venait avec cette allure-là. Au lieu de prendre le temps de nommer les ministres, le gouvernement rapidement, on est tombé dans les caprices des partis politiques. Il faut d'abord négocier avec tel, et tel a monté les enchères, on va le consulter, on les caresse un peu, on lui fait des promesses de ceci. Et ça a montré comme si l'élan qu'on a amené avec la création de l'union sacrée, c'est un moment stompé. Maintenant, on commence à faire une politique des caprices. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Le président doit récupérer le pouvoir, de se faire également un leader. Et c'est maintenant même qu'il faut faire pour bien formaliser l'union sacrée. Et savoir réellement qui vient avec vous comme député avec sincérité. C'est ça, c'est le moment qu'il faut formaliser. Ok. Non, ce n'est pas trop tard. Une recommandation aux médias, juste rapide. Je demande aux médias de nous faire une liste et de publier les noms et les circonscriptions de ces 200 députés qui sont en train de monnayer leur appui. Faites-le s'il vous plaît. Le peuple doit savoir qui fait quoi. En anglais, on dit name and shame. Nommez et faites honte à ces gens-là. On a besoin de vous sur ce chapitre-là, s'il vous plaît. Parce que maintenant que s'il vous plaît, nous sommes dimanche aujourd'hui, ça fait déjà une semaine depuis que lundi que le gouvernement a été publié, la date d'investiture du gouvernement n'est pas encore annoncée, n'est pas connue. Et donc c'est malheureux qu'on passe encore 2 semaines en train d'attendre l'investiture comme on attendait la sortie du gouvernement. Il doit finaliser le programme. Ça, je ne le laisserai pas passer. On voudrait mettre ce qui est en train pratiquement de patauger sur l'actif de l'Union sacrée. Ah non, là je suis politique. Qui peut dire au peuple la vérité avant l'investiture de Matata? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut dire au peuple la vérité avant l'investiture de Tchibala? Qui peut dire au peuple la vérité avant l'investiture de Sami Badibangi? Il ne faudrait pas qu'on nous dise ici que c'est l'union sacrée, voilà. Ah non. L'union sacrée venait pour les ah non, disons les choses telles qu'elles sont. Oui, l'erreur, ça je peux le dire tout haut, nous l'avons dit quand nous avons été consultés, quand le président, Dieu le Père vous confie une mission comme celle-là, il vous investit de ce que les Juifs appellent les Hébreux, le Davari. Le président, il faut le reconnaître, il a mal exploité son Davari. Il avait cette autorité spirituelle
au lendemain des consultations. Il pouvait, pendant les consultations, comme après les consultations, faire les choses autrement. Mais il ne faut pas que c'est l'union sacrée. Mais il ne faut pas que les vices nous collent à la peau. Voilà. Il ne faut pas que les vices nous collent à la peau. C'est pour ça qu'il ne faut pas payer. Il ne faut rien donner. Si nous disons, si nous disons que ça a été ainsi, alors que ça reste ainsi, c'est pas bon. Voilà. S'il vous plaît. OK. Mais vous savez très bien qu'il y a un autre problème que nous avons, que le pays est en train de vivre maintenant. Les assemblées provinciales. En ébullition, je le disais. Qui sont visés, soit les gouverneurs, soit les bureaux de l'Assemblée. Alors, vous, analystes que vous êtes, comment vous pouvez, quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour qu'on arrête cette hémorragie-là, qui risque bien de nous déstabiliser complètement le pays? Jean Lokaka, 1 minute alors. Hein. En tout cas, je vous remercie. Tu laisses le plan après. Sincèrement, oui, je laisse le plan. Le problème, c'est le problème de la culture politique. Les gens élitistes, ils pensent à une culture politique de participation, ce qui serait démocratique. Et les us fonctionnels de la RDC préfèrent la culture paroissiale. Alors, comme nous respectons les textes, de dire aux Congolais et aux autres députés provinciaux que faisons un effort de formaliser nos émotions, nos habitudes, nos habitus, nos attitudes dans le respect des mandats. Parce que peu importe nos contradictions, si on confie le mandat de 5 ans à M. Kitoko, il peut renouveler une seule fois. Et dans sa gestion des 5 ans, sauf débordement et entrée, nous pouvons l'apprécier et le juger qu'il ne puisse pas renouveler pendant 5 ans. C'est vraiment une culture, je ne sais pas, je peux dire entre guillemets, noire. Parce que si on ne se supporte pas par une erreur, mais on peut rester dans des principes. C'est ce qui se pose même chez nous, nos parlementaires. C'est-à-dire, dans 5 ans, on respecte le mandat des tels, on ne peut pas lui renouveler. Et comme nous sommes un pays non aligné, qu'ils aient une idée. Et puis, il y a toujours l'instrumentalisation. Au-delà de l'instrumentalisation, j'en connais quelque chose sur la gestion du pays, un peu. La plupart, c'est une gestion des pauvres. C'est-à-dire, les gens, comme l'a dit Madame Ambongo, quand on te promet une femme, une Jeep, alors, dans cette civilisation, entre guillemets, je ne dis pas qu'ils sont pauvres, mais c'est comme ça qu'il y a des grands électeurs aux États-Unis. Quand quelqu'un n'a pas atteint 100 000 $ dans sa vie, $1 million, on lui promet 16 000, tu es élu. On te dit, monsieur, on va te devoir 20 000 $. Sur le plan éthique et moral, tu ne peux pas toucher pour défendre ta probité morale et intellectuelle. Donc, on a un problème, c'est-à-dire une culture ayant trop pauvre, c'est-à-dire la pauvreté qui constitue la plupart des élus. Je m'excuse, je ne dis pas que c'est ça. Et c'est cette pauvreté qui fait qu'à chaque fois, il y a motion. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a 2 critères en politique pure? Le critère censitaire, argent, et puis il y a le critère capacitaire, c'est-à-dire Robert Ngambi, scientifique. Et quand vous avez la capacité, l'intelligence, tu peux dépasser le 16 000, parce que ta tête produit au-delà de 16 000 $. Et donc, le Congo a un problème en termes de... Si pas tu as l'argent, mais tu peux avoir l'intelligence pour faire face à ce monsieur qui se propose le 16 000. Et donc, respectons seulement le mandat. Si Ngobila va faire ses 5 ans, laissez-lui. Si c'est qu'il fait ses 5 ans, laissez-lui. Après le temps, on évalue qu'après 5 ans, ce qu'il nous a promis, ça n'a pas été le cas. Que faut-il faire? C'est ça la démocratie. Ok. Merci, vous amène alors, dans les tombeaux.
S'il vous plaît, c'est monsieur d'abord, monsieur Moulumba. Moi, je pense que le problème fondamental, c'est un problème d'éducation politique. C'est un problème de formation. C'est un problème de formation, de renforcement des capacités. Observez la plupart des assemblées provinciales, le gouverneur tombe autour de quoi? Ce n'est pas au niveau des projets comme tels. C'est souvent parce qu'on ne distribue pas l'argent ou des petites choses comme ça. C'est des sujets de matière qui n'en valent pas la peine. Moi, je pense que avant d'abord la sélection au départ, et puis il faut nécessairement renforcer les capacités avec un peu beaucoup de patriotisme, l'encadrement, expliquer un peu à tous ces gouverneurs, tous ces députés provinciaux, c'est quoi la RDC et qu'est-ce qu'elle pèse dans le monde. Parce que si la plupart de ces provinces sont plus grandes que bien nombre de pays dans le monde. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque province, c'est un pays en soi. Donc il devait quand même de générer beaucoup de richesses. Il n'y a pas de désert en RDC. Toutes nos provinces sont soit agricoles ou minières ou les deux. Donc un potentiel terrible. Mais observez à quel point nous restons dans la pauvreté. Pour moi, c'est un problème de créer une dynamique, de former les députés, de former les ministres provinciaux par des recyclages, par des séminaires de formation, par le renforcement des capacités. Ok, Madame Angèle. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions arrêter cette hémorragie? Moi, mon point de vue, c'est qu'il faut regarder au choix. Comment ces députés provinciaux sont choisis? À coup de fraude. On ne regarde pas justement la conscience politique, la probité, la moralité. Donc notre système politique est totalement malade. Et tant qu'on n'ira pas à la racine de ce mal, qui est d'organiser le choix justement de ces députés de façon propre, on aura toujours ce genre. Donc la faute revient au parti politique. Voilà. Et au système politique. Parce que la CENI qui vient de nous présenter son rapport, elle sait ce qui s'est passé. Nous qui étions... La CENI a reçu les candidatures. Oui. Ce n'est pas la CENI qui a choisi les candidats. Mais elle sait que tel n'a pas eu les voix dont il... se prévaut, mais il était présent, au départ, il était présenté comme candidat par son parti. Oui, il y a déjà... Le problème actuel des assemblées provinciales, non, mais parce qu'on a, justement, parce qu'on n'a pas des députés provinciaux de valeur, hein. C'est ça qui cause ça, que aujourd'hui, quand on dit, Monsieur Lokaka disait, oui, vous êtes pauvre, on vous offre 20 000, etc. Vous avez les députés provinciaux qui ont des grands diplômes. Hein? Ils ont des le diplôme ne donne pas la probité morale. Hein? Moi, j'ai eu un père qui venait d'un milieu pauvre. Mais c'est un homme qui n'a jamais été corrompu. Son leitmotiv tous les jours, il disait à ses enfants, depuis qu'on est petit, je suis l'homme de personne. Et aujourd'hui, nos députés provinciaux sont l'homme de quelqu'un. Chacun est l'homme de quelqu'un. Chacun doit sa place à quelqu'un. Et chacun est là, pas pour travailler, mais pour d'abord voir qu'est-ce que... Bon, et quand le gouverneur dit, bon, il voit les recettes... En résumé, vous dites qu'est-ce qu'il faut faire? Le mal, c'est dans notre système électoral, dans notre système de choix de nos députés provinciaux. Là, il y a vraiment un problème qu'il faut absolument résoudre. Alors, Madame Abongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Je serai très bref. Vous savez, la décentralisation a été optée dans notre constitution pour accélérer le développement de notre pays, parce que le pays est très vaste. Mais on se rend compte qu'avec cette décentralisation, aujourd'hui, avec les assemblées provinciales, nous ne faisons que reculer. Et le gouvernement aussi ne remplit pas ses responsabilités devant les députés provinciaux. Leur salaire n'arrive presque pas. Et voilà pourquoi les députés provinciaux maintenant sont à la solde des gouverneurs qui sont achetés et ils sont monnayés pour faire partir les personnes qui ne veulent pas. Sont en danger.
Effectivement, la caisse de péréquation n'ayant pas pris forme, moi je voulais proposer une solution à long terme, la révisitation de notre constitution, qu'on quitte de 26 provinces et qu'on rentre à 11 provinces. Moi je pense que ça pourrait peut-être résoudre et revoir aussi notre loi électorale, M. Noël, qu'on puisse commencer par le bas. Les élections locales, municipales, qu'on laisse la population elle-même choisir ses dirigeants. Parce qu'on a comme l'impression, les gouvernants qui sont à la tête des provinces ne sont pas du tout aimés par les populations. On ne les connaît même pas. Ils viennent d'où? C'est le choix de l'autorité morale, ainsi de suite. Donc qu'on mette une loi selon laquelle la population elle-même peut choisir ses dirigeants, peut choisir ses députés. Une minute. Vous n'avez pas le... Non, ce n'est pas la fin des temps, messieurs les journalistes. Ouais, ce n'est pas la fin. C'est important. S'il vous plaît. Moi, ici, bon, peut-être ça peut être déséquilibré par le fait que je suis peut-être le rare de ne pas être dans l'union sacrée. Je suis dans l'obligation... Je ne suis pas dans l'union sacrée. Je ne suis pas dans l'union sacrée. C'est mon droit le plus absolu de dire les choses ou de critiquer le gouvernement ainsi que les institutions. Il y a deux choses. Non, pour répondre à votre question, Noël, il y a deux choses qu'on n'ose pas dire sur le plateau. Il y a des raisons de la pauvreté, mais il y a aussi la raison politique. Pour les raisons de pauvreté, beaucoup de gens ont relayé le fait qu'on n'a pas assez de moyens et la plupart des députés qui se trouvent dans des conditions de pauvreté cherchent à ce que le gouverneur des provinces les nourrisse. Ou alors chercher à ce que l'État congolais, de temps à temps, puisse sortir de l'argent pour pallier aux problèmes ou acheter les consciences des députés provinciaux. La plupart des députés qui ont eu de sérieux problèmes ici se trouvent même à Kinshasa, auprès du ministre de l'Intérieur, et à chaque fois pour entrer, ils demandent même les billets, ainsi de suite, et des fois, certains hôtels n'ont même pas payé. Vous comprenez? Donc, il se pose un sérieux problème. Deuxième problème sur le plan politique, on a imposé à tous les gouverneurs et à tous les députés provinciaux d'être dans l'union sacrée, on se le dise. Lorsqu'il y a eu la première réunion présidée par le président de la République, où il a convoqué tous les gouverneurs, le mot d'ordre c'était quoi? Ils soutiennent la politique du président de la République. Et par la suite, qu'est-ce que nous avons commencé à voir? On commence à voir certains députés nationaux aller dans certaines provinces pour dire nous sommes venus vérifier l'effectivité de ceux qui sont réellement dans l'union sacrée. On a vu ça avec les Tanganyika. Et le gouverneur du Kasaï en Mbujimayi est tombé, non pas pour des raisons qui n'est pas dans l'union sacrée, est tombé pour des raisons complètement de la pauvreté qui sévit la province. Et de la je dis, il y a la pauvreté, il y a ça parce que j'ai vu un député aller appeler la population à ciel ouvert pour commencer à les distribuer quelques coups de biais, ainsi de suite, pour montrer que la pauvreté sévit ici. Donc on a vu ça. Mais maintenant, sur le plan politique, quand on impose, quand on envoie une délégation pour imposer des forces que tout le monde doit pouvoir être dans l'union sacrée, aujourd'hui, la plupart de certains gouverneurs, les provinces, payent les pots cassés par rapport à cet arbitrage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir et revisiter, parce que du temps, qu'on se le dise la vérité, du temps de Joseph Kabila Kabange, nous n'avons pas vu ce genre de sagacité dans toutes les provinces où, justement, il était l'autorité morale. Mais aujourd'hui, lorsqu'on commence à imposer les gens, que tout le monde doit pouvoir être dans l'union sacrée, ça crée des problèmes pour ceux qui ne le sont pas. Au Katanga, les grands Katanga, vous allez voir que la plupart de gouverneurs ont été visités par le fait qu'on on a voulu les injecter par le fait qu'ils ne sont pas dans l'union sacrée. Donc il y a des raisons politiques, il y a des raisons de la pauvreté. On se les dit de la vérité. Ok. Alors, une minute, hein, Robert. Oui, il y a une partie de raison dans ce que Kitoko a dit. Ce qui s'est passé à Kinshasa avec la chute de Mabunda et de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, les provinces ont voulu recopier. C'est pourquoi vous avez trouvé que cette fois-ci, il n'y a pas que des gouverneurs. Les bureaux des assemblées provinciales sont également visés. Menacés parce qu'on veut recopier ce qui est arrivé à Kinshasa avec Mabunda. Il y a aussi cette volonté de faire que c'est comme la coalition FCC Cash a cessé d'exister. Dans les provinces, les gouvernements provinciaux qui existent sont encore dans le format FCC Cash. Or, FCC Cash n'existant plus sur le plan formel, et donc avoir des provinces avec des gouvernements de format
FCC cache, ça pose un problème de la bonne lecture politique. Il y a nécessité qu'on réforme maintenant le gouvernement. Beaucoup plus de gouverneurs qu'Aboula l'a fait pour faire chuter, tomber le gouvernement FCC cache dans sa province et constituer un gouvernement de l'Union sacrée. Vous avez vu les hommes de Katumbi maintenant prendre place au gouvernement du Haut-Katanga. Donc dans beaucoup de provinces, cette philosophie existe. Que dans les provinces également, on ne peut plus continuer à avoir des gouvernements de format FCC cash. Voilà. Il faut avoir des gouvernements de l'Union sacrée. Voilà. Et donc, or, il se pose également un problème d'ambition dans la gestion. Et comme le bureau des assemblées provinciales qui ont existé étaient des bureaux mis en place dans le cadre du FCC cash, aujourd'hui, il faut recomposer le bureau pour le permettre à exercer dans la vision de l'Union sacrée. Ok. Alors, monsieur Saïlé, rapidement. Rapidement, papa m'avait dit que Saïlé va à l'école. Il ne faut pas être adjoint. Papa. Bourgmestre adjoint. Vice-ministre. Il faut être chef responsable, parfois libéral. Alors, ce qui se passe, c'est vrai, c'est que l'argent, toujours l'argent. Un exemple simple, hein, monsieur le directeur. Mobutu nous envoie TC10 Mongalema pour récupérer les conférenciers de Bukavu, Goma, Kisangani. Pour venir à la conférence nationale, comme les grands frères nous avaient dit que à la conférence nationale, il y aura des perdièmes. Bousculades. Il y a eu des box. Il y a eu des box pour appartenir sur la liste d'aller à la conférence nationale. 75 délégués par province. Il y a eu des problèmes. Alors, lorsque le TC10 Mobutu est arrivé à Kisangani, les délégués de Kisangani, 75, il y a eu des enseignants, excusez-moi, qui avaient des babouches, qui avaient des chemises presque déchirées, qui ont pris place à bord de l'avion. Et les hôtesses de Mobutu qui étaient à bord de l'avion nous regardaient. Nous arrivons ici à Kinshasa, on va... Ceux qui vont à Ansélé, ce sont les mouvanciers. Ceux qui viennent de l'arbitre, ce sont les opposants. Mais mon frère Mende a dit que non, lui, il est mouvancier. Étonnant. Alors, on arrive à minuit, on commence à distribuer les Mekomoso pour que nous soyons... à l'aise, tout, l'argent en poche. Et 2 jours après, les hôtesses qui étaient à bord de l'avion présidentiel sont venues nous regarder à la cité. Hein. Ça y est, maintenant ça va, tout le monde commence à devenir beau. Moi, j'ai toujours été beau. Moi, je m'habite toujours correctement. Non, alors, il y a un de chez nous qui était enseignant, a osé toucher la main de l'hôtesse du président. Et l'hôtesse de l'avion présidentiel. Et l'auteur se dira que, mais moi je t'ai vu à Kisangani, je t'ai vu monter dans l'avion avec des babouches. Aujourd'hui, comme tu as un peu d'argent, tu oses me toucher. L'argent. Au niveau des assemblées provinciales, l'argent. Même à l'époque de Kabila, si le gouverneur produit de l'argent avec des recettes locales, il doit songer au bureau. S'il ne songe pas au bureau, il crée son groupe pour résister contre l'investissement. Donc, comment on dit là ? La destitution, vous comprenez ? Toujours l'argent. Toujours l'argent. Donc, faisons un effort prochainement, hein, lors des élections, comme Le Pen dit à Paris. Moi, Le Pen, je suis le fondateur de Front National. Mon grand-père a été patron. Nous avons des plantations de vignes. Pour faire la politique, il faut quand même avoir ne fût-ce que $500 en compte. Ok. Nous pouvons terminer ce numéro. Nous avons parlé de ce qui se passe aux affaires foncières dans la ville de Kinshasa. J'espère que le responsable numéro 1 de la ville de Kinshasa pourrait prendre au sérieux les problèmes de sa ville, trouver des solutions, et que Kinshasa doit devenir le miroir pour que les provinces puissent aussi suivre, parce que le mal de Kinshasa, ça se répand facilement sur les provinces. Nous avons parlé du gouvernement, de sa taille et de la réaction de l'opinion. Les députés, vous avez le devoir d'aider la population qui vous a élu, qui est en train de souffrir. Il ne faut pas donner le prétexte au gouvernement de dire si la misère continue, ça vient du Parlement qui n'a pas facilité la tâche au gouvernement. Donc, la balle est dans le camp des députés nationaux.
l'exemple que vous avez donné ici, voici les provinces qui commencent maintenant à réagir négativement. Il est temps d'arrêter ces vents avant qu'ils ne deviennent tourbillons et encore plus ouragans. Merci mesdames, au revoir, à la prochaine. Namoyo kani bodi sona tebo, tusi baba yeta unite kosa.